السلام عليكم. اليوم الأربعاء 29 ماي 2019. الآن أنا في عمري 80 سنة. قررت باش نسجل مذكرات ديالي لأنها فيها أشياء مهمة لتاريخ المغرب، لحقوق الإنسان، ولقضية المهدي بن بركة. Je me présente. Ahmed Boukhari, marocain, né en 1939 à Safi, fils de Abdelkader Ben Mohamed et Rqiyya bint Abdelkader Rifi. Je suis né à Safi en 1939. J'ai fait mes études primaires et secondaires jusqu'à la 3e année à l'école de Trabzini à Safi. Je suis marié à Rita Ben Sgher et père de 5 enfants, dont 3 d'un précédent mariage. J'ai épousé Hajja Rita Ben Sgher le 26 décembre 1964 à Casablanca. Je suis donc originaire de la ville de Safi, mais d'après ce que m'avait dit mon père, mon grand-père, Haj Mohamed Boukhari, faisait partie d'une famille originaire de Meknès qui travaillaient tous dans l'armée de Moulay Ismaïl, de père en fils. Vers la fin du siècle dernier, vers 1895, mon grand-père avait eu un problème à Meknès et a été obligé de se déplacer en famille à la ville de Safi. À Meknès, mon père exerçait comme forgeron avec tous ses enfants. Il avait 4 fils et 2 filles. À leur arrivée à Safi,
ils se sont installés pour travailler comme forgerons un métier avec qui ils gagnaient largement leur vie. Mon père était le dernier, le petit frère de ses frères. Il est né vers 1885 à Meknès, c'est le dernier. Arrivé à Safi, il se rappelait, quand il était très jeune, il allait à la Onsid pour apprendre le Coran. Il se rappelait très bien de l'oued al-Hamla. Le c'est l'oued qui traversait toute la ville à partir de Bab Shaba. Je me rappelle bien d'un calendrier historique de la ville de Safi où cet événement de l'Hamla était inscrit en 1900. Autrement dit, mon père avait environ 5 ans quand il y avait l'Hamla et que son frère, son grand frère, est arrivé pour le prendre sur son dos. Mes oncles étaient tous, pratiquaient tous presque le même métier, c'est-à-dire la métallurgie, la forge, et parmi les 4 frères de mon père, il y avait Ahmed qui était tourneur. De ma jeunesse, de mon enfance plutôt, à la ville de Safi, je me rappelle très bien du débarquement américain qui avait eu lieu en 1943. À cette époque, j'avais 4 ans. Je me rappelle bien des militaires américains qui avaient envahi la ville de Safi. La ville de Safi était une région militaire où il y avait une caserne. Et partout où il y a une caserne, normalement, il y avait ce qu'on appelle les bordels. Les bordels. C'est un quartier réservé pour la prostitution et la débauche. Je me rappelle également des événements concernant l'histoire du Maroc. C'était en 1953 et 54. C'était le 20 août 1953 et le 20 août 1954. Il y avait des manifestations à la ville de Safi
Et dans notre quartier, c'est le quartier Trabzini, à Torabzini, où il y avait des Européens qui habitaient dans ce quartier, surtout des Portugais, quelques Espagnols et deux ou trois couples français. Je me rappelle de ces manifestations où pour nous, à l'époque, j'avais 14-15 ans. On était intéressé surtout par le vandalisme. On avait attaqué une épicerie qui vendait de l'alcool, et on l'avait dévalisée. Je me rappelle bien de ces événements. Je me rappelle également de l'intervention des militaires sénégalais qui avaient tiré sur la foule. Et je me rappelle très bien qu'il y avait des morts ou des blessés graves à ma gauche et à ma droite. En 1955, le roi Mohammed V était de retour d'exil. Je me rappelle bien qu'il avait fait un discours où il lisait une feuille de papier à la main en bas de la passerelle de l'avion. Il était accompagné de tous les membres de sa famille. Ça s'est passé en novembre 1955. En 1956, je jouais à l'équipe de football de Safi. J'étais junior de 17 ans et je jouais en équipe première. Avec, grâce à un certificat médical qui permettait, dans lequel le médecin disait que j'étais apte à jouer avec les seniors. À l'époque, c'était l'indépendance du Maroc, en 1956. En janvier 1957, j'ai rejoint les rangs de la Sûreté nationale à l'âge de 18 ans, en tant que fonctionnaire de police. Après une légère formation de 4 ou 5 semaines, j'ai été affecté à la ville de Marrakech, à la sécurité publique, au 4e arrondissement de Arsat el-Ma'ash, à Marrakech. À l'époque, je me rappelle bien des policiers qui étaient en stage avec moi,
et que j'allais retrouver des années plus tard, il y avait le fameux Driss Basri, il y avait Mahmoud Harshan, il y avait Milou Tounzi. Milou Tounzi qui allait être très célèbre dans l'affaire Ben Barka en 1965. J'ai exercé à Marrakech pendant une année, en 1957, au cours desquels j'ai assisté à des événements très graves. Des événements qui étaient causés par des policiers du 7e arrondissement de Casablanca, la police politique, qui s'était déplacée en groupe à Marrakech pour effectuer quelques missions. Ces missions consistaient à liquider physiquement plusieurs dirigeants du parti, le PDI, le Parti démocrate indépendant, qui était en concurrence avec le parti de l'Istiqlal. Le parti de l'Istiqlal à l'époque était presque unique. Car il dominait la scène, il occupait la scène à 90%, la scène politique. Ces événements, je les avais vécus de près, car juste derrière le commissariat où j'exerçais, à Arslemès, il y avait des villas qui étaient occupées par des bourgeois marocains et juifs. Les villas occupées par les Marocains dans ces villas occupées par les Marocains, il y avait quelques responsables régionaux du parti PDI qui avaient été brûlés vifs devant chez eux, dans leur foyer, devant leurs femmes et leurs enfants. Ces événements sont restés gravés dans ma mémoire, car aujourd'hui, à mon âge, « 80 ans, je me rappelle encore de ces événements comme si c'était hier. Après avoir exercé à Marrakech pendant une année, au cours de laquelle cette année, je m'entraînais avec le Kawkab de Marrakech, l'équipe de football, et je jouais à Safi. Je continuais à me déplacer une fois par semaine avec l'équipe de Safi. À l'époque,
la sécurité nationale était en train d'organiser, était en train de constituer une équipe de football à Casablanca. Et les responsables de cette équipe avaient décidé de faire des enquêtes dans toutes les cités régionales du pays pour rechercher des footballeurs, des jeunes footballeurs policiers, des jeunes policiers footballeurs. Comme je jouais à l'époque à l'équipe de Safi, en seconde division, j'ai été repéré par ces responsables de l'équipe de police à Casablanca. Ils m'ont affecté à Casablanca pour jouer avec l'équipe de la police. Arrivé à Casablanca, en 1959, en janvier 1959, j'ai été muté, j'ai été plutôt affecté au 7e arrondissement de police, c'est-à-dire la police politique. Cette même police qui avait effectué des assassinats à Marrakech en 1957. Je m'excuse, c'était en janvier 58. Quand je suis arrivé à Casablanca, c'était en janvier 58 et non pas 59. Dans l'équipe de la police, il y avait, l'équipe était dirigée par Si Hassan Safrioui, qui était à l'époque commissaire central à Casablanca, et par Si Ali Ben Qasim, Ali Belqasim, qui était le chef de la sécurité régionale de Casablanca. Dans cette équipe de police, il y avait plusieurs joueurs qui faisaient partie de la grande équipe du Wydad de Casablanca dans les années 40 et 50. Ces joueurs étaient en fin de carrière. Je me rappelle bien qu'il y avait le gardien de but, c'est Mohamed Soubis. Il y avait l'arrière droit, Abdelnabi. Il y avait l'arrière central, Ahmed Oudelbeyad. Il y avait le demi-droit, Abdelrahman Al-Affari. Il y avait le demi-gauche, Abdelkbir Zahar. Il y avait Abdeslam Ben Aïda à l'attaque. Tous ces joueurs faisaient partie du Wydad de Casablanca. À l'époque, je jouais comme inter-gauche, milieu terrain. Je marquais des buts très souvent. Dans le 7e arrondissement où j'ai été affecté, je faisais un travail de bureau.
J'étais, la plupart du temps, j'étais seul, au premier étage, avec une fenêtre, ou plutôt un petit balcon qui donnait sur la cour. Je passais la plupart de mon temps à regarder ce qui se passe dans la cour. Dans cet arrondissement de police, le 7e, le célèbre 7e arrondissement, il y avait le patron de l'arrondissement qui était Hussein Srer, un commissaire de police, qui était 2 ans avant, qui était simple plombier au marché de la rue d'Agadir. Il y avait Ahmed Touil, qui était commissaire de police également, qui allait devenir très célèbre après avoir assassiné la jeune pilote marocaine à l'époque, Touria Cheoui. C'est Ahmed Touil qui l'avait liquidé. Cet assassinat est resté un grand mystère parce que tout ce que faisait la police du 7e arrondissement était impuni. Cette police du 7e arrondissement, la première police politique au Maroc, était vraiment très protégée par les hautes autorités du pays, par le prince Moulay Hassan, le prince héritier Moulay Hassan, et par le roi Mohammed V. Cette police politique dépendait directement du patron de la sécurité nationale, Mohamed El-Ghzaoui, directeur général de la sécurité nationale. C'est le premier directeur général de la sécurité nationale. Il était un milliardaire. Il était plutôt l'homme le plus riche du Maroc à l'époque. Il faisait partie des barons du parti de l'Istiqlal. À ce titre, il avait financé en grande partie les activités du parti de Adel El-Fassi. Parmi les responsables du 7e arrondissement, j'ai déjà cité Hussein Srer et Ahmed Touil, qui étaient tous les deux des commissaires de police. Je cite encore quelques-uns dont le nom, il y avait Mehdi Namoussi, il y avait Brahim L'Abdi, qui était originaire de Safi, et il y avait à peu près une trentaine de policiers de différents grades dont la plupart étaient des inspecteurs de police ou des gardiens de la paix.
tous ces 30 policiers étaient tous des anciens résistants. Ils avaient été recrutés à la DGSN au mois de mai-juin 1956 pour former cette première police politique du pays. On les avait choisis pour en faire des liquidateurs des anciens résistants qui ne voulaient pas s'aligner sur la politique du pays. Tous ces policiers, tous grades confondus, étaient de véritables hors-la-loi. كانوا رجال خارجين على القانون، يجهلون القانون تماما. الأغلبية فيهم ما كانش قاري، y compris les chefs y compris أحمد طويل وحسين الصغير qui étaient des commissaires de police. Ou Medine Moussi également était commissaire. Dans ce bureau où j'exerçais, je faisais le secrétariat du 7e arrondissement. Il y avait un registre permanencier qui était toujours blanc. Il n'y avait rien d'écrit. Et il y avait très peu de dossiers dans les archives. Ces policiers du 7e arrondissement connaissaient parfaitement les habitudes de leurs anciens camarades pendant la période de la résistance. Alors, ils étaient en permanence à la recherche, à la traque, la grande traque des anciens résistants qui ne voulaient pas s'aligner. Et comme ils connaissaient leurs habitudes, ils savaient également où ils étaient planqués. Parce que pendant les 2 années de la résistance, en 54-55, ces résistants étaient planqués quelque part, soit chez des maîtresses, soit dans des pioles quelque part à la ville de Casablanca et ailleurs, dans d'autres villes du Maroc. Mais surtout Casablanca. Ces policiers du 7e arrondissement, que je qualifie tous, sans aucune exception, d'assassins, des hors-la-loi et des assassins. Parce qu'ils formaient 4 ou 5 groupes de 6 à 7 personnes à peu près, et avaient tous les moyens nécessaires
pour faire cette chasse aux anciens résistants. Ils avaient comme voiture de très belles voitures américaines ou suédoises, Volvo, ou Chrysler, ou Ford Mustang, qui appartenaient à la famille de Mohamed el-Ghzaoui, à Rabat. Il m'est arrivé très souvent à l'époque de regarder par le balcon ce qui se passe en bas, à la cour. Et je voyais très souvent de grosses voitures américaines qui entraient avec 5, 6, 7 policiers à l'intérieur et une ou deux personnes dans le coffre de la voiture. Ils descendaient, ils ouvraient le coffre et ils sortaient les personnes qui étaient à l'intérieur, qui avaient les mains avec les menottes derrière le dos et qui avaient des capuchons sur la tête. Parfois, il y avait un sac, c'est-à-dire un sac de blé qui était mis sur la tête et tout le corps. Il descendait ces personnes-là et il les mettait en garde à vue. Au 7e arrondissement, il y avait des geôles avec des policiers, des geôliers. Il confiait ces personnes enlevées, il les confie aux geôliers, aux policiers geôliers, et il s'en allait comme ça, ils s'en allaient comme ça pour aller consommer de l'alcool dans les bars et dans les maisons de débauche. Ces policiers du 7e arrondissement étaient tous, sans aucune exception, des débauchés, des soulards et des assassins. J'insiste sur le mot assassin parce que j'ai vu plusieurs cas d'assassinat, plusieurs. Au moins une vingtaine, ou au minimum. Au moins. Ces policiers qui étaient à la recherche des anciens résistants, c'est des soi-disant rebelles, travaillaient surtout pour leur compte. C'était la période 1956-60. C'est la période des règlements de compte, des enlèvements, des disparitions, des assassinats, presque tous les jours.
chaque équipe avait à sa disposition une voiture américaine ou suédoise, Volvo, et ils se déplaçaient constamment. Ils travaillaient souvent à Casablanca, mais ils se déplaçaient également dans d'autres villes. Une fois par semaine, le chef de l'arrondissement, Hossein Sghar, le commissaire Hossein Sghar, se déplaçait avec Mehdi Namoussi, qui était son adjoint, le commissaire Mehdi Namoussi, se déplaçait à la DGSN, à Rabat. Hossein Sghar était également, et Namoussi également, faisait partie des dirigeants de l'équipe de football de Casablanca, l'ASPC, Association sportive de la police de Casablanca, qui était entraîné à l'époque par le père Gigot. Père Gigot, c'est Belhassan, Haj Belhassan, le père Gigot, qui entraînait également l'équipe du Raja de Casablanca et qui faisait partie des créateurs de l'équipe du Wydad vers la fin des années 30. Ces détails sont importants parce que le football a joué un rôle très important dans ma vie. En arrivant à Casablanca, à l'ASPC, l'association de la police, j'ai trouvé comme entraîneur le père Gigot. Le père Gigot m'avait choisi pour jouer également au Raja de Casablanca. Ça s'est passé en 59, 60, 61. Il m'est arrivé plusieurs fois d'accompagner à Rabat le commissaire Hossein Sghar et le commissaire Mehdi Namoussi. On partait directement à la DGSN pour voir le grand patron de la sécurité nationale, Mohamed Ghzaoui. Ou bien on allait directement dans sa villa, sa magnifique villa, au quartier Suissi. À la DGSN, l'homme fort de l'époque était Driss Hassar, un commissaire de police principal originaire de la ville de Salé, qui exerçait la fonction de directeur de cabinet de Mohamed Ghzaoui. Je me rappelle bien qu'à l'époque, quand j'étais encore jeune, j'avais à peine 20 ans, en 59. Je me rappelle bien de
de cette magnifique villa où résidait El-Ghazaoui, de ces magnifiques salons où on devait l'attendre. C'était une sorte de le roi à l'époque. Il n'avait rien à envier à Mohammed V, parce que sa fortune, à lui seul, était estimée à 2 fois la fortune de toute la famille royale. Tous les membres de la famille royale, la fortune de tous les membres de la famille royale était estimée à peine à la moitié de la fortune de Mohammed El-Ghazaoui, qui était à l'époque un grand transporteur et un propriétaire de fermes. Il avait 3 ou 4 fermes, mais des immenses fermes pour l'élevage. Mohammed El-Ghazaoui était très influencé par Edgar Hoover, le patron du FBI. Mohammed El-Ghazaoui avait choisi un exil volontaire aux États-Unis, où il avait parmi ses amis Edgar Hoover. Edgar Hoover, H-O-O-V-E-R. Edgar Hoover était le patron du FBI. C'est lui qui avait créé le FBI et c'est lui qui a été le patron pendant de très très longues années. Mohammed El-Ghazaoui avait été choisi par les dirigeants du parti de l'Istiqlal pour occuper le poste très important de directeur de la sécurité nationale. C'est un poste qui vaut. C'est un poste qui était beaucoup plus important que le poste de Premier ministre, de président du gouvernement. Parce qu'il dépendait directement de la famille royale, il dépendait directement du roi, Mohammed V, et du prince héritier Moulay Hassan. La police politique à l'époque était placée sous l'autorité du prince héritier Moulay Hassan. Le prince héritier donnait ses instructions à Mohammed El-Ghazaoui, qui à son tour donnait ses instructions à Hussein Sghir, à Ahmed Touel et à Mehdi Namoussi. Les missions secrètes dont ils étaient toujours chargés, c'était de liquider et d'assassiner des gens. Au cours de la chasse aux anciens résistants rebelles, les policiers hors la loi étaient sans pitié. Ils faisaient des surveillances pour arrêter les rebelles.
les anciens résistants rebelles. Dans la plupart des cas, il les torturait à mort et faisait disparaître les cadavres. Il les torturait à mort dans le 7e arrondissement. Tous les crimes commis à l'époque sont restés impunis. Mohamed Ghzaoui, le patron de la Sûreté nationale à l'époque, entre 1956 et 1960, avait été très influencé par Edgar Hoover, le patron du FBI aux États-Unis. Lorsqu'il avait accepté le poste de directeur de la Sûreté nationale, il avait l'intention de garder ce poste pendant des dizaines d'années, au moins 20 ou 30 ans, le minimum, car il avait fait beaucoup d'investissements à l'époque où les caisses de l'État étaient vides. On le désignait à la tête de la Sûreté nationale, il est arrivé avec les moyens également, parce qu'il n'y avait, mais ces voitures, les voitures de sa famille, il les avait mis au moins une dizaine de voitures, il les avait mis à la disposition du 7e arrondissement, et il finançait de ses poches la Sûreté nationale, toute la Sûreté nationale. Il recrutait des policiers par milliers, les formait et les affectait dans les sûretés régionales du pays. Il devait assurer toutes les finances de la Sûreté nationale. C'est lui qui finançait de ses poches la Sûreté nationale. Je me rappelle bien de ce personnage qui était souvent avec des lunettes noires, on ne voyait jamais ses yeux. C'était un bourgeois et tout le monde lui baisait la main, comme on le faisait pour le roi. C'était un personnage qui traitait tous les policiers sur le même plan que les employés qu'il avait dans ses entreprises ou dans ses fermes, dans ses entreprises de transport en commun ou transport routier, et dans ses fermes. Tout le monde lui baisait les mains. Mohamed Ghzaoui était un homme désorganisé parce qu'il avait dans ses bureaux à la DGSN plusieurs dossiers concernant ses sociétés de transport, ses fermes, ses entreprises routières, de transport en commun, de transport routier. Il était un multimilliardaire à l'époque qui accordait très peu de temps à l'organisation.
Ce détail est très important parce que je vais en parler par la suite. Car avec la création du Cap 1 en 1960 et l'arrivée des colonels américains de la CIA au mois d'août 1960, on avait retrouvé dans ces bureaux plusieurs cartons pleins de paperasse qu'on croyait que c'était les archives de la Sûreté nationale, des services secrets plutôt. Je pense que ça fait à peu près 1 heure que je suis en train d'enregistrer. Je pense que je dois faire une petite pause. J'arrête pour le moment.